Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, chers amis, merci d'être venus. Une partie des travaux de la mission sur les freins à la production d'énergie renouvelable, nous avons organisé en fin d'année une dernière table ronde sur l'énergie solaire. Nous nous intéressons la semaine prochaine à l'hydrogène et à la méthanisation. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer sur l'énergie éolienne. Cette table ronde porte sur l'éolien terrestre. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Stanislas Rezin, sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables à la Direction générale de l'énergie et du climat, DGEC, du ministère de la Transition écologique et solidaire. Monsieur David Marchal, directeur adjoint à la Direction production et énergie durable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME. Monsieur Olivier Perrault, président de France Énergie Éolienne. Monsieur Jean-Louis Butré, président de la Fédération pour l'environnement durable, accompagné de Madame Bernadette Cars, administrateur de la Fédération. Avant de passer la parole à Monsieur Rezin, je souhaiterais vous faire part d'une consultation publique que nous lancerons d'ici la fin du mois dans le cadre de la mission d'information. Elle permettra à chacun de s'exprimer pendant 6 semaines sur ce qu'il considère être les freins et les solutions à apporter pour accélérer la transition énergétique. Le lien vers cette consultation se trouvera sur le site de l'Assemblée nationale. Nous vous l'enverrons également par mail. Messieurs, je vous demanderai de vous exprimer en 5 minutes chacun afin que nous puissions vous poser un maximum de questions. Je passe la parole à monsieur le rapporteur ou monsieur, oui, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc, bonjour à tous. Quelques mots donc, pour replacer le contexte de cette mission d'information qui est sur les freins à la transition énergétique. On a organisé en fait notre pensée autour de 7 thèmes. Le premier étant les freins liés à la vision ou au manque de vision que l'on peut avoir sur quel sera notre monde futur après, en termes de production d'énergie, consommation d'énergie. Deuxième thème, c'est celui qui vous concerne plus directement. Donc, ce sont les grandes filières de développement des énergies renouvelables. Le troisième thème, c'est sur la mobilité. Le quatrième, sur les économies d'énergie. Le cinquième, sur les grands groupes. Comment les grands groupes se voient dans quelques années. Les grands groupes de l'énergie, je veux dire. Les territoires aussi, on va regarder les territoires qui ont un rôle primordial à jouer dans ce monde, futur monde de l'énergie. Et le septième thème, c'est sur la fiscalité en général, la fiscalité écologique. Voilà, donc votre sujet est essentiellement sur les productions d'énergie renouvelable, mais vous vous rendez compte que vous pouvez... Enfin, les sujets que vous allez couvrir couvrent certainement pas mal des 7 thèmes que je viens de vous décrire, donc n'hésitez pas à déborder là-dessus. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à monsieur Rezin. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, je veux vous remercier de bien vouloir avoir invité la DGEC à s'exprimer sur ces thématiques qui sont importantes pour nous. Donc pour parler très rapidement, parce que on va faire tenir tout cela en 5 minutes, je vais vous exposer rapidement les objectifs que nous sommes fixés pour la filière de l'éolien terrestre et la manière dont nous voyons très rapidement le développement de cette filière. Donc pour rappel, je pense que ce sont des éléments que vous connaissez, mais la France s'est dotée d'objectifs très ambitieux en termes de production d'énergie renouvelable. Donc nos objectifs visent notamment à atteindre 32% de la consommation d'énergie produite sous forme d'énergie renouvelable. Et pour l'électricité, donc la loi de transition énergétique a prévu un objectif de 40% de la production électrique à partir d'énergie renouvelable. Donc pour atteindre ces objectifs, le gouvernement dispose d'un outil de programmation, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route du gouvernement, qui décline les objectifs filière par filière. Il y a eu un projet de PPE qui a été annoncé par le président de la République fin novembre et qui prévoit notamment de doubler la capacité installée en termes d'énergie renouvelable électrique en 2028 par rapport à 2017. Et notamment, on a une augmentation de 50% des capacités d'ici 2023. Donc, on va dire, on a des objectifs extrêmement ambitieux en termes d'énergie renouvelable électrique. Et dans ce contexte, l'énergie éolienne a vocation à constituer
pour nous, un des piliers du système électrique français. Donc, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, le parc éolien français, donc au 30 juin, c'est pas vraiment aujourd'hui, c'est il y a 6 mois au 30 juin 2018, il y avait 14 gigawatts d'éolien installés. Les objectifs qui ont été annoncés par le gouvernement dans le cadre de la PPE visent à installer donc 34 à 36 gigawatts en 2028. Donc en pratique, il s'agit de multiplier par quasiment 2,5 la capacité installée en 10 ans. Et le mix cible, c'est qu'en 2028, donc dans une dizaine d'années, l'éolien terrestre devrait produire de l'ordre de 15% de l'électricité française. Donc on est sur une ambition, on va dire, extrêmement forte. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut atteindre un rythme de l'ordre de 2 gigawatts d'installation installée chaque année. Une partie de cet objectif, ce qui sera intéressant au cours des 10 prochaines années, c'est qu'une partie de cet objectif sera atteinte par des nouveaux parcs et une partie de cet objectif également par du renouvellement de parcs existants. Donc il y aura des nouvelles machines, des machines plus puissantes, des machines neuves qui permettront, on va dire, d'atteindre nos objectifs sans doubler nécessairement le parc éolien français. Donc nos orientations dans la PPE, c'est une augmentation très significative du volume, mais également des travaux donc, sur le renouvellement des parcs pour optimiser et réussir à gérer collectivement cet enjeu. Donc, comment réutiliser au mieux les sites existants, comment les valoriser, mais également donc, comment gérer la fin de vie des machines existantes. Donc, c'est les thématiques du recyclage sur lesquelles donc, le gouvernement souhaite travailler. Pour atteindre ces objectifs très ambitieux, le gouvernement a mis en place une méthode de travail dont on avait parlé sur la filière solaire avec l'organisation de groupes de travail qui réunissent donc tous les acteurs des filières. Et l'objectif est très clairement aussi d'identifier les freins, de les lever, on va dire autant que faire se peut. Donc il y a un groupe de travail qui avait été lancé sur la filière éolienne, qui avait été la première filière identifiée comme étant particulièrement pertinente il y a 1 an par le gouvernement. Une dizaine de mesures avaient été alors identifiées, donc c'était en janvier 2018, et la plupart de ces mesures, aujourd'hui, ont été mises en œuvre ou sont quasiment, on va dire, réalisées. Donc, quelques mesures, on va dire, assez emblématiques qui ont été mises en œuvre par le gouvernement, c'était une accélération du contentieux, qui est un sujet dont on parlera peut-être aujourd'hui, mais qui est un sujet assez important pour la filière éolien. Et il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en décembre 2019. Il y a eu des clarifications des règles du renouvellement. Il y a eu des arrêtés qui ont été publiés pour faire évoluer les règles de balisage et essayer de réduire les nuisances, que pose le balisage des éoliens sur les riverains. Il y a eu une réforme de la fiscalité de l'IFER éolien qui a été introduite dans le projet de loi de finances 2019 pour s'assurer que les communes qui accueillent les éoliennes pourront toujours bénéficier d'une partie de la fiscalité associée à ces machines. Donc il y a eu, on va dire, un paquet d'une dizaine de mesures qui a été annoncé et qui est progressivement mise en œuvre. Donc la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon a annoncé qu'une nouvelle réunion de ce groupe de travail se réunirait donc à la fin du mois de janvier. Pour nous, c'est une méthode qui fonctionne, c'est-à-dire réunir les acteurs, les professionnels, les différentes parties prenantes autour d'un projet en disant voilà comment on travaille pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés, qui sont extrêmement importants, et travailler là-dessus sur des mesures concrètes qui permettent d'accélérer les procédures. Pour nous, ça fonctionne, et donc le secrétaire d'État Emmanuelle Wargon réunira donc une nouvelle réunion de ce groupe de travail à la fin du mois de janvier. Donc en synthèse, pour résumer, on va dire, cette intervention, donc le gouvernement souhaite que l'éolien terrestre joue un rôle central dans la transition énergétique française. Il y a des objectifs extrêmement ambitieux qui ont été arrêtés et donc nous disposons d'une méthode de travail pour essayer d'identifier, on va dire, plus rapidement les freins et les lever. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. La parole à celui qui veut qui veut la prendre. On n'a pas d'ordre préétabli. Monsieur Marchal. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors l'ADEME rejoint bien évidemment ce que vient de dire la DGEC, notamment sur le rôle de la filière éolienne dans la transition énergétique française, une filière qu'on estime indispensable dans la transition énergétique du mix électrique. C'est une filière qui, plus globalement, au niveau mondial, se développe de façon très importante. Il y a plus de 17% de croissance annuelle depuis 2010 de la filière éolienne au niveau mondial. Et il serait dommage qu'on ne puisse pas, en France, quelque part bénéficier aussi de cette croissance-là. L'ADEME a un rôle assez particulier sur la filière éolienne dans la mesure où, globalement,
l'ambition que se fixe le gouvernement sur la filière est gérée intégralement par les tarifs d'achat ou par les différents dispositifs de soutien qui sont gérés par le ministère. Donc nous, à l'ADEME, on ne finance pas ces projets. On intervient plutôt avec notre casquette d'expertise, d'études. On réalise un certain nombre d'études et on finance également plutôt l'innovation, l'accompagnement d'un certain nombre de démonstrateurs, et je pourrais y revenir. Donc, parmi les études qu'on fait, ces études visent de façon vraiment spécifique à justement identifier les freins au développement de la filière éolienne terrestre et à identifier des pistes. Donc on travaille notamment sur les visions à long terme, ce que vous mentionnez tout à l'heure. Et dans ces visions à long terme, on voit que l'éolien, de par sa compétitivité, pourrait occuper une place prépondérante dans le mix électrique à un horizon 2050-2060, l'éolien terrestre ou l'éolien marin, mais c'est le sujet de la table ronde suivante. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des coûts de cette filière qui sont en baisse. En témoignent les derniers appels d'offres qu'a lancé le ministère, avec un prix de 65 € par mégawattheure, donc bien inférieur au tarif d'achat qui était à 72. Et nous, quand on regarde un peu en termes d'innovation, ce qui peut aussi arriver dans le futur, on estime qu'à l'horizon 2030, les prix pourraient être aux alentours de 50 € par mégawattheure pour l'éolien terrestre. Donc ça, c'est en même temps avec des innovations qui permettraient d'allonger la durée de vie des machines et en même temps en abaissant les coûts de financement. Donc ça, c'est un premier jeu d'études. Et voilà, quand on regarde à long terme, cette filière a une place très importante dans le mix électrique. Elle pourrait même approcher les 50% de la production aux horizons 2050 et 2060 dans nos études, d'un point de vue économique. Alors, on fait également un certain nombre d'autres études pour mieux connaître les gisements, pour mieux connaître les impacts de cette filière sur la biodiversité notamment, sur l'emploi, et également une étude en cours sur le repowering, donc le remplacement des machines existantes et dans quelles conditions économiques on pourra notamment réaliser ce repowering. Je voudrais revenir sur les emplois parce que c'est un point important. C'est une filière en croissance, 14 gigawatts comme c'était mentionné, avec des objectifs importants. On entend souvent que les machines sont importées. Alors, on réalise tous les ans une étude emploi et marché de la transition énergétique dans laquelle il y a un volet spécifique sur l'éolien terrestre. Donc on estime, dans la toute dernière version de cette étude, qu'il y a 14 000 emplois directs liés à la filière éolienne. Donc c'est facile, 14 000 mégawatts, 14 000 emplois directs. Le chiffre n'est pas toujours aussi facile à retenir. Quand on regarde également les emplois indirects, on arrive à 18 000 emplois. Il y a à peu près 600 entreprises en France qui travaillent sur la filière, avec des entreprises qui exportent. Il y a environ 700 millions d'euros par an d'exportation de composants. Donc ces entreprises ne sont pas toutes sur la fabrication des éoliennes, mais néanmoins, une bonne partie d'entre elles, il y a 4000 ETP, 4000 emplois qui correspondent à des exportations de composants. Donc bien entendu, on pense à de l'électromécanique, on pense aussi à tout ce qui est électronique de puissance. Je voudrais revenir aussi sur justement l'innovation à ces entreprises. On finance de la R&D, on finance un certain nombre de projets. Des projets où l'innovation vise à réduire les impacts ou à améliorer les performances. Donc on a bien entendu des machines plus grandes, donc ça c'est surtout pour l'éolien en mer. Également des projets sur des génératrices hybrides pour utiliser autre chose que des aimants permanents dans ces machines-là. Donc on sait tous les impacts environnementaux que ces aimants permanents peuvent avoir. On a également des projets qui visent la recyclabilité des pales. C'était évoqué tout à l'heure. Les pales aujourd'hui sont en fibre de verre, c'est pas recyclable, c'est comme les coques de bateau. Certains travaillent sur des thermoplastiques qui pourraient permettre de recycler les pales. Des projets également sur des mâts en béton, donc là c'est pas forcément pour le marché français, ça vise surtout l'exportation et ça marche plutôt bien pour faire des machines très hautes avec des mâts en béton, des industriels comme Freycinet, Gemont qui sont impliqués dans ces différents projets. Arkema également. Donc voilà, il y a un certain nombre d'industriels en France qui travaillent sur l'éolien, même si souvent ils ne sont pas sur le devant de la scène, puisqu'il y a assez peu de fabricants de turbines en tant que tels.
Je vais en terminer là, peut-être glisser aussi quelques pistes pour les questions futures. Il y a un enjeu important d'appropriation territoriale de l'éolien. On y travaille également. Les collectivités s'impliquent, beaucoup s'impliquent parce que, enfin, notamment en raison des retombées fiscales qui étaient mentionnées tout à l'heure, elles peuvent s'impliquer de bien d'autres manières, s'impliquer davantage dans les projets. Et tout ça mérite certainement qu'elles aient un meilleur conseil, un réseau de conseillers éoliens. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est certainement une piste à envisager pour mieux les orienter et mieux intégrer les projets dans des dynamiques territoriales. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Marchal ou Monsieur Perrault, si vous... Bonjour, merci de me donner la parole. Donc je vais peut-être compléter aller assez vite vous proposer un état des lieux de la filière éolienne française en France aujourd'hui, et puis dans un deuxième temps peut-être développer un tout petit peu plus, revenir sur les différents freins, ou disons sur les enjeux et les leviers, suivant la manière dont on les voit. Quelques mots d'introduction sur France Énergie Éolienne. Donc nous sommes une association professionnelle qui regroupons les professionnels, les entreprises actives dans l'éolien en France, qui sont d'une très grande diversité de taille et de positionnement sur la chaîne de valeur, avec aussi bien des TPE que des très très grandes entreprises. Et nous avons 330 entreprises adhérentes à ce jour. Alors sur l'état des lieux, je vais juste quelques éléments complémentaires. Donc la capacité installée, on sera effectivement, et là on fera un communiqué de presse dans la semaine, je pense, sur le recensement qu'on a fait des capacités installées à fin d'année. On devrait être un peu plus de 15 gigawatts installés. Donc ce qui est important de noter, c'est qu'on est à l'objectif qui a été fixé par la précédente PPE, qui était de 15 gigawatts à fin 2018. Donc la filière a montré sa capacité à atteindre des objectifs ambitieux. Ça représente, pour donner des chiffres qui sont plus parlant, environ 8000 éoliennes installées et un peu moins de 6% de la consommation électrique française en 2018. Pour ce qui est de la compétitivité économique, donc voilà, les chiffres ont été donnés par Monsieur David Marchal. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une filière qui est à la fois a atteint une maturité industrielle et technologique, mais qui en même temps est encore jeune, ce qui veut dire qu'elle a encore devant elle des capacités de gain de productivité et d'amélioration continue de la compétitivité. Donc on est sur des courbes de prix décroissants de l'électricité, ce qui est un élément important quand on s'inscrit dans une vision future. Un élément sur lequel que je voudrais commenter rapidement, c'est la notion de fiabilité ou de sécurité d'approvisionnement. Je crois que c'est l'élément qui est important. L'éolien, c'est une production électrique qui est prévisible plusieurs jours à l'avance, aujourd'hui qui est bien intégrée au réseau électrique. Il y a eu beaucoup de progrès de fait dans ce domaine, notamment par les gestionnaires de réseau, et qui maintenant appréhendent bien cette source de production. Et aujourd'hui, quand on regarde les scénarios prospectifs de RTE, qui est quand même l'industriel dont c'est la responsabilité d'équilibrer le réseau, ces scénarios vont jusqu'à 36% d'énergie éolienne dans le réseau en 2035. Ce n'est pas du tout un maximum, mais c'est un point de passage. Donc ça montre qu'entre les 6%, 5 ou 6% on est aujourd'hui, les 15% de la PPE en 2028, on a encore énormément de marge, même au-delà de ces horizons, et que c'est effectivement un sujet qui est bien maîtrisé. Au niveau des emplois, je remercie également David Marchal de l'exposé qu'il a fait. On fait un recensement, on a une méthode de recensement un petit peu différente qui est faite avec Bearing Point, et on arrive à des chiffres similaires. On est à 17 000 emplois directs et indirects en 2017, qui sont en augmentation régulière, donc c'était 8% en 2017, à peu près 1200 emplois supplémentaires, 4 emplois par jour créés. Pour donner une référence aussi, comme j'indiquais, on est à peu près à 5-6% du mix électrique. Le nucléaire est à peu près à 70-75%, disons pour faire simple, 12 fois plus. Si on fait 12 fois les emplois éoliens, on est à peu près au même chiffre que les emplois du nucléaire. Donc, ramené à la production électrique, on a une richesse en emploi, je dirais, qui est équivalente à la filière nucléaire. Donc, pour ce qui est de... Également, donc, dans le domaine des retombées économiques et fiscales, ce qui est important de noter également, c'est qu'il y a une composante locale qui est assez importante, à la fois pour les travaux de construction qui font intervenir
un certain nombre des entreprises, souvent des petites, des PME ou des ETI dans le domaine de la construction, que ce soit du génie civil, du génie électrique, de l'installation. Et également la maintenance. Donc sur les 17 000 emplois, il y a à peu près 3 500 emplois liés à la maintenance. Il y a en France environ 90 centres de maintenance. Ce sont des techniciens qui sont jeunes, qui sont très qualifiés et qui sont implantés dans des communes rurales ou des petites communes, ce qui est un élément important puisque l'impact, je dirais, local de ces emplois est extrêmement apprécié par les maires que nous rencontrons très régulièrement. Au plan fiscal, c'était un de vos sujets tout à l'heure, je donnerai juste un chiffre, je ne vais pas entrer dans le détail, je n'ai pas le temps, on y reviendra peut-être, mais si on prend toute la fiscalité, les retombées fiscales locales, c'est-à-dire qui vont vers les collectivités, que ce soit les communes, EPCI, départements, régions, aujourd'hui, le parc installé aujourd'hui, ça représente environ 170 millions d'euros par an de retombées fiscales dans le cadre de la fiscalité locale. Et puis, un dernier élément important, évidemment, c'est l'adhésion des Français. On a souhaité objectiver un petit peu cette donnée-là, au-delà de tout ce qu'on peut entendre. Et on a donc demandé à Harris Interactive de faire un sondage spécifique avec 2 échantillons. Un échantillon de 1000 personnes représentatives des Français et un échantillon de 1000 riverains. Riverains étant définis comme habitant une commune qui se situe à moins de 5 km d'un parc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, on constate que l'éolien a toujours une bonne ou très bonne image pour 3 Français sur 4, hein, c'est de l'ordre de 73% exactement, ce qui, quand même, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de politiques publiques qui peuvent se prévaloir d'un tel soutien. Et ce qui est très intéressant, c'est la dynamique qu'on observe au niveau des riverains, puisque les riverains ont une image qui est meilleure que celle de l'échantillon français, de 7 points, c'est 80%. Et par ailleurs, il y a une dynamique également dans le temps, puisque quand on pose la question aux riverains, au moment où vous avez eu connaissance de l'implantation d'un parc, quel était votre avis? Ils disent qu'à 9%, ils avaient une appréhension ou un avis, je dirais, défavorable, entre guillemets. Et quand on leur demande est-ce que vous êtes toujours de cet avis, la moitié de ceux qui avaient un avis défavorable sont passés à un avis favorable. Donc, ce qui montre que quand l'éolien devient une réalité, finalement, les appréhensions ou les peurs ont tendance à se dissiper et on a une acceptabilité qui va avec une dynamique donc, qui est positive. Donc ça, c'est un élément que je voulais également signaler. Voilà, donc aujourd'hui, l'éolien, effectivement, comme vous le disiez, il y a une vision de développement qui est importante. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler de quelques freins, quelques enjeux pour le futur, pour atteindre effectivement les objectifs qui sont fixés, qui nous semblent réalistes, mais il y a un certain nombre d'enjeux à adresser pour pouvoir réussir l'exécution de ce programme. Je pense qu'on l'abordera lors des questions qui vous seront posées. Je vous remercie. Monsieur Butré. Bien, écoutez, franchement, je me demande ce que je fais là. C'est-à-dire que d'abord, nous représentons avec Bernadette Cars la Fédération Environnement Durable, c'est-à-dire un groupe d'associations de plus de 1350 associations de riverains ou de gens qui ont des projets de parcs éoliens qu'on leur annonce et qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. J'ai vraiment l'impression, dans cette audition, d'entendre un énorme discours de marketing gigantesque où des sociétés qui font beaucoup d'argent sont en train de vous expliquer que tout est merveilleux dans l'éolien. Or, nous, ce qu'on constate, c'est pas du tout ces chiffres. D'abord, quand on dit on va tripler le nombre d'éoliennes en France, c'est-à-dire 8000, ça veut dire que ça ouvre un marché, chaque éolienne vaut à peu près 3 millions d'euros pièce. Ça ouvre un marché français de plusieurs dizaines de milliards d'euros à des industriels qui, eux, fabriquent ces machines. Donc il faut savoir qu'il y a un impact gigantesque quand il y a des annonces de ce type et tout va être fait pour convaincre la France qu'il faut mettre des éoliennes. Ce qu'on constate, c'est que, et il suffit de lire les articles ou des articles indépendants, c'est que, bien sûr, il y a des retombées, comme vous dites, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir d'où vient l'argent. Or, l'argent vient des factures d'électricité des Français. Alors, je ne sais pas si, dans ces commissions, on se rend compte de ce qui se passe sur le terrain.
Quand on voit par exemple qu'il y a une explosion sociale parce qu'il y a une augmentation de la taxe gazole et qu'on voit le prix de l'électricité monter du fait des énergies renouvelables notamment, et qu'actuellement il y a des articles comme celui par exemple de Canard Enchaîné qui dit 54% de pourcent de taxe sur l'électricité, et tous les calculs que des spécialistes font, ils montrent que ce nouveau programme va doubler le prix d'électricité des Français. Moi, je peux vous dire quelque chose, parce que nous, on représente la société vraiment civile. C'est qu'actuellement, il y a une colère gigantesque, et vous êtes tous en train de la mettre au bord de l'explosion. La Fédération Environnement Durable est une fédération responsable. On ne descend pas dans la rue, on a essayé de se battre, et on essaie de se battre pour combattre le fait qu'actuellement, on impose des machines, contrairement à ce qui est dit, pas du tout avec cette vision magnifique. Et Bernadette Kars vous expliquera, puisque c'est quelqu'un qui est en face des éoliennes, ce qui se passe, et qu'on est en train d'imposer quelque chose à des gens qui n'en veulent pas. Et qui se rendent compte que petit à petit, qu'on est en train de les taxer. Et je vous promets, vous allez gagner dans ce domaine, parce que actuellement, toutes nos associations sont en train de protester en disant « c'est pas possible, on se paie notre tête ». Alors, quand j'entends aussi parler d'accélération du programme, qu'est-ce que c'est que l'accélération du programme? Il y a des gens qui protestent, et la seule façon de trouver par le gouvernement, ou certaines personnes du gouvernement, c'est d'empêcher les citoyens de se défendre. Notamment la commission Le Cornu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mais puisque les associations qui n'ont pas de moyens peuvent aller devant des tribunaux administratifs, on supprime cette possibilité. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi antidémocratique, enfin à ma connaissance. Et comme ça ne suffisait pas, on dit, on va cristalliser les moyens, c'est-à-dire que les gens n'ont même plus le temps de lire les dossiers. Ça passe de 4 à 2 mois. Et comme ça ne suffisait pas, il y a des enquêtes publiques, on est en train de les supprimer. Du reste, il n'y a pas que nous qui protestons, il y a un certain nombre. C'est-à-dire que des gens qui veulent se défendre légalement, on leur enlève les possibilités de se défendre. Ça, c'est quelque chose de totalement explosif. Sachez que nous, ce qu'on fait, on fait des démarches administratives, et ce qu'on fait, c'est qu'actuellement, on est en train de déposer des recours dans toutes les juridictions possibles et imaginables, de façon à condamner ces décrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que d'un côté, vous avez une industrie qui prend le pouvoir sur la France, qui vous annonce des chiffres merveilleux, des choses extraordinaires, on va faire de l'électricité. Et de l'autre côté, je vois des Français qui sont saignés avec le prix de l'électricité, le prix des taxes en général, qui sont au bord de la révolte. Et je crois qu'il faut que les gens qui font des calculs et qui essaient de sortent de cette ambiance et se rendent compte de ce qui se passe exactement sur le terrain. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Madame Kars. Bonjour, vous m'entendez là? Non. Jean-Louis, voilà. Bon, bonjour, je vous remercie de donner la parole aux riverains des éoliennes, parce qu'effectivement, on a besoin d'être entendu. Malgré tout ce que les professionnels de l'éolien peuvent vous dire, l'éolien est extrêmement contesté. Sur le terrain, c'est même la seule énergie renouvelable qui soit contestée. Alors, on peut se payer des pages entières pour dire que les Français adorent l'éolien, mais la vérité, c'est ça. Ça, c'est un journal d'il y a 2 jours. Ils craignent de nouvelles éoliennes. Les gens qui ont déjà des éoliennes, ça c'est à Antoigné, au sud de Saumur, les gens qui ont déjà des éoliennes ne veulent pas, ils parlent en connaissance de cause, ils ne veulent pas que les éoliennes, ils ne veulent pas en avoir encore plus. La vérité, c'est ça. C'est ce que le ministre de l'écologie a bien chiffré en janvier dernier, 70% de taux de recours contre les éoliennes. C'est-à-dire que 7 fois sur 10, les permis de construire sont apportés par les associations locales devant le tribunal administratif. C'est le taux le plus élevé de toute l'industrie. Je crois qu'il n'est que de 5% pour les porcheries industrielles. 7 fois sur 10, on conteste les projets éoliens. Ça veut dire que quand vous vous promenez en France, que vous regardez un parc éolien, vous pouvez vous dire, 7 fois sur 10, ici, on a écrasé une association. 7 fois sur 10, on s'est imposé face aux populations. Est-ce qu'on peut être fier de ça?
Est-ce que nos élus, nos décideurs peuvent être fiers de ça? 7 fois sur 10, vous écrasez la population. C'est la vérité, c'est le chiffre du ministère de l'écologie lui-même. Donc on n'a pas de quoi être fier. Pourquoi est-ce que l'on s'oppose? D'abord, la limite de 500 mètres de protection que vous nous proposez entre nos maisons et les machines, c'est tout simplement dérisoire et c'est méprisant. Nous sommes envahis, nous sommes écrasés. Et je vous parle en connaissance de cause. J'habite sous des éoliennes. Elles sont à 850 mètres. Je vous ai apporté des photos. Je vous les distribuerai. Je ne peux pas sortir de chez moi sans les voir. Si je ne veux pas les voir, je me retourne. Elles se reflètent dans mes carreaux. C'est juste l'enfer. Et c'est un enfer pour 20 ans. Attention, là, je ne parle pas de nuisances qui s'arrêtent le week-end. Pas du tout. Ça continue le week-end, les jours fériés, le soir, le jour. Nos paysages, notre cadre de vie n'est pas renouvelable. Les éoliennes salissent, balafrent, polluent notre environnement. Et je peux vous le dire, on vit moins bien sous ces machines. Et c'est pour ça que nos maisons perdent de leur valeur. La jurisprudence l'a acté. La présence d'un parc éolien ou même le projet d'un parc éolien donne à un acquéreur un argument pour faire baisser le prix de nos maisons. C'est indiscutable. Ici à Paris, imaginez deux appartements de la même superficie, l'un qui donne sur le Champ de Mars et l'autre qui donne sur le périphérique, auront-ils le même prix? Une chambre d'hôtel, deux chambres d'hôtel identiques, l'une à vue sur mer, l'autre à vue sur le parking, auront-elles le même prix? À la campagne, nous avons l'espace, le silence. Cela nous est volé par les nuisances éoliennes. Donc vraiment, je vous engage à prendre les photos. Au dos de mes photos, j'ai mis mon adresse, mon numéro de téléphone. Vous êtes tous invités. Ce n'est pas une invitation de Gascon. Venez voir la réalité. Venez voir ce qu'on nous impose. Alors le gouvernement en est bien conscient et a organisé comment nous faire taire. Alors je veux citer Madame Ségolène Royal. C'est très très organisé. D'abord, nous avons les collectivités locales qui sont indemnisées. C'est écrit dans le code des impôts. La taxifère que payent les promoteurs et qui réjouissent tant quelques élus, elle est instituée au profit des communes subissant les nuisances environnementales liées à la présence des éoliennes. C'est le texte officiel. Quant aux particuliers qui doivent être eux aussi indemnisés, voilà ce que dit la ministre. C'est donc inscrit dans le journal du Sénat, 6 octobre 2016, page 4307. Alors voilà ce qui est proposé. Le porteur de projet est tenu de réparer le préjudice qu'il causerait à autrui. Ces réparations, négociées librement entre les personnes lésées et le porteur de projet, peuvent prendre la forme d'indemnisation financière ou autre compensation. Alors il faut bien savoir que ces indemnisations, elles peuvent adoucir la colère, elles peuvent éventuellement faire taire la colère, mais en aucune façon elles ne nous rendent notre cadre de vie, notre qualité de vie. Avec l'argent, on essaye de nous faire taire, mais bon, est-ce qu'on doit vraiment mettre des éoliennes alors que ce n'est pas une fatalité? Il y a d'autres énergies renouvelables qui ne sont pas contestées. Alors, vous vous dites que ça doit coûter une fortune aux promoteurs, mais pas du tout, pas du tout. En fait, il est plus rentable pour un promoteur éolien d'imposer des nuisances tout en sachant qu'il va les indemniser que de renoncer à un parc. Et je vais vous donner un exemple chiffré. Le promoteur WPD, une société allemande qui est adhérent à France Énergie Éolienne, vient de vendre pour 93 millions d'euros 8 parcs éoliens français. Donc notre promoteur allemand vend à des Canadiens 93 millions d'euros un parc éolien. Ces Canadiens, très gentiment, nous ont fait un petit communiqué de presse que je tiens à votre disposition. Et là, ils se réjouissent. La société Energex annonce à ses actionnaires, c'est fantastique. La France est une tirelire ouverte. On a acheté nos parcs éoliens et on a une garantie de 23 millions de revenus par an. Merci le tarif de rachat. Pendant ce temps-là, WPD a fait 40 millions de plus-values qui sont partis tout à fait légalement à la maison mère en Allemagne. Et nous sommes au milieu. C'est une association qui se bat contre WPD qui m'a transmis ces informations. Je vous donne tous les papiers sur demande. Alors, nous sommes là au milieu. Nous avons les nuisances, nous avons notre patrimoine dévalué et nous avons une dette à long terme. Et nous sommes heureux de financer les Canadiens avec les subventions éoliennes. Bon, est-ce que c'est ça que nous voulons?
C'est vrai que je m'énerve un peu, mais mon voisin me dit, calme-toi, mais j'habite sous les éoliennes, c'est une terreur. Merci beaucoup pour... Il faut qu'elle éteigne son micro, monsieur. Et... Ah oui, excusez-moi. Oui, c'est pour montrer le décalage absolument énorme qui existe entre des théoriciens et la pratique sur le terrain. Nous vivons cette pratique tous les jours sur le terrain. Et ce que je voudrais simplement passer comme message, c'est une alerte. On est au bord du gouffre actuellement. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur le rapporteur. Voilà. Merci pour toutes vos interventions. Donc, je vais vous décrire un petit peu mon point de vue au sens premier du terme, puisque donc, je suis élu dans une petite commune du Pas-de-Calais. Donc le Pas-de-Calais qui est déjà bien équipé en termes d'éoliennes, comme les Hauts-de-France en général, les Hauts-de-France ayant atteint leur objectif, je pense, en termes de déploiement éolien. J'ai été maire pendant 9 ans, j'ai trois éoliennes sur ma commune. Le projet était démarré avant que je sois maire, n'était pas terminé, n'était pas... Comment dire, le projet était démarré avant que je sois maire et les éoliennes n'étaient pas implantées quand j'ai terminé mon mandat de 9 ans. En fait, le projet a duré 12 ans. Donc, dans les Hauts-de-France, on a une certaine expérience de l'éolien. Il y a des endroits où c'est très bien accepté, il y a des endroits où c'est moins bien accepté. La description n'est pas uniforme. Comme j'entends ce que vous dites, par contre, il y a des endroits où ça se passe très bien. J'avais, tout début de mes mandats, il y a une dizaine d'années, on travaillait sur les zones de développement éolien. Et à l'époque, je pensais que c'était une excellente méthode, parce que ça permettait d'avoir tous les acteurs locaux et de permettre de déterminer là où c'était pertinent de mettre des éoliennes et là où ce n'était pas pertinent de mettre des éoliennes. Ce système de ZDE a disparu. Ce n'était pas l'objectif d'ailleurs des ZDE de bien répartir les éoliennes. Il y avait d'autres objectifs. Mais nous, on se l'était approprié avec cet objectif-là, c'est-à-dire de dire là, c'est bien, là, c'est pas bien. Et en termes de comité de communes, élus locaux, ça marchait bien. Donc, je suis toujours convaincu que c'est la bonne façon de faire pour justement résoudre ces problèmes de résistance locale. Je voudrais avoir votre avis à tous sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on peut étendre à d'autres énergies renouvelables comme la méthanisation. Et donc, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est essentiellement ça mon point, puisque après, on peut travailler sur une amélioration de l'existant. Aujourd'hui, il y a une pollution visuelle la nuit, rouge clignotant, c'est assez agressif. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir cette réglementation? Je crois qu'en Angleterre, c'est un blanc fixe qui est beaucoup moins agressif. Il y a des choses de cet ordre-là qu'il faudrait regarder. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ce type d'approche qui serait beaucoup plus concertée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des effets d'aubaine dans les communes. J'ai des maires qui se battent pour en avoir. Il y en a d'autres qui ne veulent pas en avoir. Je pense qu'une concertation locale plus profonde serait plus adaptée. Est-ce que je peux essayer de vous répondre? Oui. Enfin, d'apporter des éléments de réponse. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire déjà, c'est que je pense que les professionnels de l'éolien sont sur le terrain, ils connaissent très bien le terrain. Je ne crois pas qu'il faille caricaturer effectivement entre des gens qui sont sur le terrain et des gens qui n'y connaissent rien, ne savent pas ce qu'ils font et qui travaillent n'importe comment. Donc je pense que notamment le développement d'un projet éolien, vous le disiez, ça prend du temps, ça peut prendre beaucoup de temps, parfois trop de temps en effet. C'est un processus qui a été clarifié avec la notion de autorisation environnementale. Il y a un certain nombre d'études d'impact, il y a un certain nombre de consultations, de commissions, notamment les CDNPS, il y a l'association, donc il y a
Il y a également des consultations qui sont mises en œuvre dans beaucoup de cas de plus en plus par les développeurs de projets, je dirais spontanément, avec les riverains, avec les collectivités. Il y a un certain nombre d'outils de planification, il y a un certain nombre d'outils de concertation, et l'ensemble de l'instruction est mené par les services de l'État, par des services locaux, et l'ensemble sous, je dirais, l'autorité du préfet qui, in fine, accorde l'autorisation, et ce, dans le cadre d'une réglementation de procédures de consultation qui sont longues et complexes. Donc, c'est pas quelque chose de, je dirais, qui se fait de manière, je dirais, spontanée sur le terrain. L'enjeu qui nous paraît important, par contre, il y a une certaine complexité, finalement. Et on voit effectivement des maires ou des collectivités, et vous avez utilisé un mot important, je pense, qui s'approprient effectivement correctement les outils, les procédures. Et il y a un certain nombre de maires ou de collectivités qui sont un petit peu plus démunis. Donc nous, et ça a commencé à être évoqué, il y a des travaux en cours et on souhaiterait qu'ils soient accélérés dans le cadre du groupe de travail national éolien, c'est qu'il y ait effectivement... je dirais un petit peu un guide qui soit fait pour les élus, mais je crois que c'est en chantier au ministère, pour effectivement que des outils existent, notamment de planification, depuis le PLUI jusqu'au SRADET. Il y a un certain nombre d'outils qui existent à ce niveau-là, pour qu'ils soient effectivement bien utilisés, que l'ensemble des parties prenantes s'en saisissent correctement. Et puis, par ailleurs, ce qu'on souhaite aussi, c'est bien identifier et décliner un guide de bonne pratique sur le développement éolien avec les différentes étapes de concertation. Donc, il nous paraît important qu'il y ait un accompagnement du gouvernement et de l'administration pour que les outils qui existent, qui ont été développés maintenant après 15 ou 20 ans de pratique, soient bien connus et que tous les acteurs puissent s'en saisir effectivement. Monsieur le rapporteur, vous vouliez rebondir sur l'intervention? Oui, j'aimerais insister là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Sur les Hauts-de-France, on a une réaction du président de la région qui était d'arrêter l'éolien, même si la région n'a pas de compétences là-dessus, ça lance quand même un signal important. Parce que justement, on n'a pas de vision d'ensemble des choses. Il y a des endroits où c'est en saturation et il y a des endroits où il y a des possibilités, et il y a de la demande. Tous les dispositifs dont vous parlez ne sont que des dispositifs locaux. Ma campagne à moi, ma circonscription, c'est 295 communes. Ça veut dire qu'à chaque fois, il peut y avoir 295 concertations locales, ce qui ne donne pas une idée globale du paysage. Vous voyez, si on avait une réflexion beaucoup plus large, je pense que ça serait mieux accepté par la population. Vous voyez, et on n'a pas cet outil-là. C'est ce que je veux dire. Il y a des outils qui sont à une maille plus importante. Alors, un instant, on va reprendre. Monsieur le rapporteur et certains de mes collègues ont envie de vous poser des questions. Vous pourrez intervenir après dans l'ordre. Voilà. À titre personnel, j'aimerais poser quand même 2-3 questions et remettre quelque chose dans leur contexte. J'aimerais, et c'est pour vous, monsieur, tout à l'heure, oui, l'État prélève des taxes. Oui, l'État prélève des taxes. Il prélève des taxes parce qu'il a l'entretien de son parc, et que ce soit le parc nucléaire, le parc éolien ou le parc solaire, l'État est obligé de prélever des taxes pour l'entretien de ces parcs-là. Et j'aimerais que dans nos débats, qui sont ce qu'ils sont et qui, je pense, doivent se faire de manière apaisée, quand l'État prélève une taxe, j'aimerais qu'on arrête de dire que l'État raquette les gens. Voilà. Parce que l'État, aujourd'hui, il a des entretiens à faire. Je pense que si l'État ne prélevait pas de taxes et que demain nous avions un accident nucléaire, la population le vivrait peut-être moins bien qu'avoir payé ces taxes-là. Aujourd'hui, l'énergie est quelque chose qui coûte cher à l'État. On est obligé de le financer. Et nous sommes là justement pour voir ensemble la manière dont nous pouvons le faire. En ce qui concerne les nuisances, madame, et là je rebondis sur... et je vais poser une question sur l'ensemble de nos invités. J'ai travaillé dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, nous travaillons sur le bruit, puisque nous créons des nuisances, et notamment avec nos pales d'avion. Et il existe des systèmes de pales débrayables en aéronautique. Ne serait-il pas bon sur vos systèmes d'éoliennes de mettre en place ce qu'il existe en aéronautique, c'est-à-dire des pales débrayables qui ne font pas de bruit et qui diminuent le bruit entre 6 et 8. Deuxième chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est la gestion de fin de vie des premiers parcs éoliens. Comment comptez-vous amener cette gestion comment allez-vous gérer les premiers parcs? Et
comment allez-vous anticiper la baisse de coût de l'énergie éolienne? Je vous remercie. Et je passe la parole à mes collègues si vous souhaitez intervenir. Oui, enfin, merci messieurs, dames d'être présents. Et personnellement, je trouve intéressant d'avoir ces deux approches finalement, madame, puisque c'est aussi celle que nous, en tant qu'élus, nous rencontrons dans la population. Pour être sur une circonscription où il y a des projets complètement bloqués avec une crispation de la population, parce que je pense que les choses n'ont pas été préparées suffisamment en amont. Et une autre où finalement, nous avons, par exemple, moi, je suis dans la Loire, une intercommunalité qui a travaillé un projet d'implantation donc d'éolien avec des maires. Avec des réunions publiques organisées par les maires et du coup, si vous voulez, un temps de concertation, parce qu'il y a la concertation obligatoire par l'enquête publique, mais il y a également la concertation que les élus locaux peuvent mener sur place. Et puis également des montages financiers qui permettent à un moment que sur les communes d'implantation, mais également sur les communes riveraines, il y ait des retombées économiques. Et ça, vous voyez, je pense que c'est aussi le nerf de la guerre, parce que si on dit seulement aux gens, en fait, vous allez payer, mais ça n'apporte rien à vos territoires, pour moi, c'est un sujet. Après, je suis tout à fait intéressée, bien sûr, d'entendre votre point de vue, parce que c'est aussi celui que nous entendons de nos concitoyens. Mais on voit bien que dans les approches, il y a vraiment un temps de concertation, et moi, c'est également celui que j'allais poser aux représentants des structures qui sont plutôt, vous êtes plutôt ce qu'on pourrait appeler dans le jargon gilet jaune des technocrates, si je puis me permettre, messieurs. Mais non, mais pour moi, intéressant d'avoir toujours un discours d'expertise et après une réception citoyenne. Vous voyez, donc comment on voit finalement cette distorsion de discours et d'approche entre les deux. Et je me dis que si dans la PPE aujourd'hui, on a des ambitions effectivement de multiplier cette implantation, parce que malgré tout, nous avons besoin d'énergie renouvelable. Nous avons besoin d'énergie renouvelable, nous avons besoin d'un mix énergétique aujourd'hui. Comment peut-on faire et pour améliorer effectivement technologiquement les dispositifs et comment peut-on faire pour que nos concitoyens en tirent aussi un bénéfice économique, puisque donc c'est aussi cette question-là. Si nos concitoyens, la seule impression qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir des nuisances sonores, des nuisances environnementales, esthétiques, et que quelque part, ils seront les dindons de la farce au niveau économique, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut absolument, vous voyez, qu'on arrive moi, en tout cas, en tant qu'élu, c'est ma préoccupation, qu'on arrive à trouver des modèles d'acceptabilité, mais au moment le concitoyen soit aussi gagnant dans les propositions que nous, élus, faisons. Voilà, c'est en tout cas une remarque que je voudrais vous faire partager. Je vous remercie. Une autre question? J'en ai pour tes collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble. On constate effectivement qu'à la fois on a progressé sur la question du coût de manière très importante, qu'on a progressé aussi, et ça c'est discutable, et je reviendrai là-dessus sur les propos que vous avez tenus, monsieur et madame, sur l'acceptation sociale des projets. Alors peut-être aussi parce que depuis la loi de transition, parce qu'il y a ces financements participatifs qui permettent aussi que chacun prenne en main dès le début des projets et adhère sur le suivi de ce projet. Ce que je voulais vous poser comme question, parce que on s'est fixé des objectifs plutôt ambitieux, à la fois dans la loi de transition, mais aussi dans les différentes PPE, sur le nouveau mix énergétique qui est lié à la diminution, et en tout cas le projet de diminution du parc nucléaire, qui doit forcément être remplacé par des énergies nouvelles, qui sont, à ma connaissance, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique. Vous disiez que les autres énergies étaient tout à fait acceptées par les populations et qu'il fallait finalement, si j'ai bien compris votre propos, se retourner vers ces deux sources d'énergie renouvelable importantes aujourd'hui, donc le photovoltaïque, l'hydroélectricité, et abandonner l'éolien, ou alors j'ai pas bien compris vos propos. Est-ce que vous avez peut-être aussi l'idée que dans un certain nombre de territoires, l'éolien est possible quand il n'y a pas d'habitation, par exemple? En tout cas, je voudrais avoir votre avis si c'est vraiment pas d'éolien, plus d'éolien, ou l'éolien, oui, mais pas partout.
Parce que le photovoltaïque, c'est aussi de l'emprise foncière importante, et notamment, on a assez de difficultés à trouver des terrains qui ne sont pas agricoles, parce que ça serait une aberration que de mettre du photovoltaïque sur des terrains agricoles. Donc, on trouve des délaissés, notamment les délaissés miniers. Je parle de ça parce que j'ai un parc qui est en construction près de chez moi, et là, c'est tout à fait approprié, puisque ce sont des terrains pollués qui ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Alors peut-être pour l'éolien, il pourrait d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Pour ce qui concerne l'éolien, je suis dans le sud d'Isère et il y a un tout petit parc éolien de 3 éoliennes qui a été implanté il y a une quinzaine d'années et où ça a été vraiment une levée de bouclier pour cette installation. Et aujourd'hui, elles sont installées, elles fonctionnent. Moi, elles sont très loin de chez moi quand même, mais quand j'ouvre mes fenêtres, je les vois, ce qui ne me dérange pas forcément. Et on a fait un retour sur la population locale qui s'était mobilisée dans les années de ce projet. Et ce retour est extrêmement positif. Parce qu'ils disent, finalement, ça ne fait pas autant de bruit que ça. Finalement, on s'y est habitué. Pourquoi finalement, il n'y en a que 3 ? Parce qu'autant en faire davantage, puisque voilà, donc on peut avoir des disparités sur les territoires, sur cette acceptation sociale, mais peut-être parce que les implantations doivent être prévues dans des endroits particuliers et pas dans d'autres. Donc c'est la question que je voulais vous poser, parce que sur le reste, j'adhère à ce qui a été dit par les différents intervenants. Non, mais merci. Donc, dans l'ordre d'intervention, je crois que M. Marchal voulait intervenir, M. Butré et M. Résine. Et très bien. Hop. Il faut éteindre votre Monsieur Marchal, il faut éteindre votre micro pour que. Alors, c'est M. Marchal qui part en premier. M. Butré en second et M. Résine en 3 et Madame en 4. Je voudrais juste préciser qu'effectivement, on a des associations un certain nombre d'associations qui s'opposent au projet. Ça ne veut pas dire pour autant que l'ensemble des citoyens s'opposent au projet. Nous, on a effectivement également, comme France Énergie Éolienne, on fait des sondages régulièrement sur plein de sujets liés à la transition énergétique et au climat. Dans lesquels, quand on pose des questions spécifiques sur l'acceptation de l'éolien, on a 75% des Français qui se disent favorables à l'éolien. On a également fait une enquête auprès des communes sur lesquelles sont implantés des parcs éoliens. Et 50% des communes nous disent qu'elles se sont impliquées dans le montage du parc, alors impliquées au sens large. Et c'est là-dessus que je voudrais rebondir, parce que ça fait le lien avec votre question. On pense qu'effectivement, il est nécessaire de mieux accompagner les communes pour qu'elles se saisissent des projets en amont, le plus en amont possible. Qu'elles s'interrogent sur, qu'elles concertent effectivement localement pour savoir si oui ou non elles veulent d'un parc et si un promoteur vient les voir, avec quel niveau d'implication elles souhaitent s'engager. Parce que, je veux dire, une commune peut simplement accepter le parc et ne rien dire. Elle peut concerter, impliquer ses citoyens, les informer sur le fait qu'ils peuvent éventuellement prendre des parts dans le projet. Elle peut elle-même prendre des parts dans le projet. En prêt, en capital, tout ce niveau d'implication croissant qui vont au-delà de juste percevoir l'IFER, qui est déjà bien en tant que tel, hein, mais ou simplement aussi informer, concerter, expliquer le pourquoi de ces machines et le sens global que ça a dans la transition énergétique. Tout ça, effectivement, ça nécessite que les maires de ces petites communes puissent peut-être être accompagnés par un regard indépendant et qui puissent aussi anticiper cette venue des parcs. Donc c'est pour ça que nous, on défend l'idée d'un réseau de conseillers qui puisse apporter ce regard neutre et quand un maire reçoit un promoteur, qui puisse peut-être ensuite venir poser ses questions à ce réseau de conseillers qui pourrait éventuellement l'éclairer sur ces différentes possibilités.
Bon, je laisserai peut-être les autres intervenants répondre sur le bruit, sur toutes les autres questions qui étaient abordées. Juste un point sur les projets citoyens. Nous, on soutient l'émergence des projets citoyens. Donc, dans le financement participatif, il y a 2 grandes catégories. Il y a participatif au sens large, c'est simplement les gens qui décident de prêter de l'argent à des projets sous forme d'emprunt ou d'obligations. Et puis, il y a les projets plus ambitieux où c'est carrément les citoyens qui sont à l'initiative des parcs. Ça arrive. Hein. On a recensé presque 300 projets citoyens. C'est important de le mentionner parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui veulent de l'éolien. Voilà, et qui sont prêts à prendre du temps pour monter des projets. Alors même si ça reste l'exception parmi l'ensemble des projets éoliens qui sont portés, il faut entendre ça et favoriser aussi l'émergence de ce type de projet. Merci, Monsieur Butré, c'est à vous. Écoutez, j'ai honte. J'ai honte parce que la France avait une indépendance énergétique électrique. La France était un très beau pays. Actuellement, on a 8000 éoliennes et dans certaines régions, dont la région Hauts-de-France, du reste, commence à réaliser les catastrophes que ça présente. Et on nous promet d'en mettre 2 fois plus. Et tout ce que j'entends, c'est une cuisine. C'est-à-dire une cuisine, on va donner un petit peu plus de taxes ici, un petit peu, on va acheter un petit peu plus ici. Il faut savoir ce qu'on veut. Lorsqu'on dit, par exemple, il faut réduire le nucléaire, pourquoi pas? Mais quel est l'avantage? Et quand je pense que tourner de 75 à 50%, je ne vois pas du tout l'intérêt. À ce moment-là, il faut arrêter tout. À titre documentaire, quand même, j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire. Je suis peut-être le seul ici qui ait vécu pendant 4 ans dans des centrales nucléaires. Ensuite, j'étais directeur d'un site Céveso, directeur général d'une société pharmaceutique et président d'une filiale de l'Institut français du pétrole. Et si vous voulez, j'avais une vision de la France, une vision économique. Et ce que je vois actuellement, simplement, c'est des gens, des affairistes, des sociétés qui sont en train d'implanter des dizaines de milliers d'éoliennes qui proviennent d'Allemagne et du Danemark. Tout ça parce que c'est subventionné. Alors je demande 2 choses. La première, c'est puisque c'est compétitif, c'est de supprimer tous les tarifs bonifiés, toutes les subventions, tout ce qui peut être donné à l'éolien depuis 2001. Deuxièmement, quand on dit on a pris des mesures, on se moque des citoyens. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple, par exemple, de la distance. En 2005-6, à l'époque un peu avant le Grenelle, les éoliennes faisaient 100, 120 mètres de haut. Aujourd'hui, celles qu'on met dans l'Yonne, je vous signale, c'est de 250 mètres en bout de pale. Or, la distance de protection des habitations est toujours de 500 mètres. Et les promoteurs éoliens, bien sûr, comme ça ruinerait leur business, ont toujours refusé d'augmenter cette distance. C'est absolument honteux pour les citoyens. Quand on parle d'écologie, je voudrais quand même rappeler que l'éolien, le pied d'une éolienne, c'est 2500 tonnes. Quand vous allez tripler le parc, ça veut dire que vous mettez 50 millions de tonnes de béton dans le sol de la France. Alors quand on parle d'écologie, moi je veux bien une biodiversité. 50 millions de tonnes de béton, pour vous donner une idée, vous prenez des canyons toupies. C'est le tour de la Terre. Donc votre programme, vous décidez, ou le président de la République décide lorsqu'il dit ça, de mettre 50 millions de tonnes de béton. Alors on va me dire, oui, mais le nucléaire, c'est toujours le nucléaire qui est... Et bien sûr, on a fait les calculs. Je vous signale que, tout compris, le béton des centrales nucléaires, vous rajoutez La Hague, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce site, et vous rajoutez probablement Bure, et vous arrivez au fait que les éoliennes en béton, c'est entre 10 et 15 fois plus au térawattheure de béton que le nucléaire. Alors quand on parle d'écologie et qu'on vous dit comme argument massif, par exemple, c'est le climat. On veut sauver le climat. Tous les gens qui sont, disons, honnêtes scientifiquement et qui font les bilans de l'éolien montrent que l'éolien ne réduit pas,
1 gramme de gaz à effet de serre. Alors si c'est l'argument numéro 1 qui est pour sauver la planète, comme Greenpeace avec ces 3 millions de signatures bidons, parce que bon, la signature, vous savez, Sauvons le climat de Greenpeace, c'est complètement manipulé. Je me dis, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Donc, est-ce que c'est cette vision de la France que vous voulez? Une France qui va avoir 20, 25 000, 30 000 éoliennes, j'en sais rien, il y aura partout, il n'y aura plus un petit village. Les gens, quand ils se baladeront, ça sera au milieu des éoliennes. Peut-être qu'ils s'y feront, j'en sais rien. Ou est-ce que vous voulez une France qui a une certaine nature, qui essaie de retrouver une certaine écologie? Moi, j'ai vécu la destruction du bocage. Actuellement, qu'est-ce que je vois? Ce bocage, non seulement il a été détruit, maintenant on met des champs de maïs qui pompent dans l'eau, et ensuite on les couvre d'éoliennes. Si c'est ça, vous parlez de l'écologie, moi je veux bien, mais c'est pas ça. Et je pense que l'éolien, actuellement, est en train de tuer l'écologie. Merci, Monsieur Résine. Non, c'est Monsieur Résine, Madame Carz, et après Monsieur Perrault. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, pour répondre un peu à certaines interventions dans un ordre qui n'est pas forcément logique, mais je vais essayer d'aborder différents points. Sur le balisage et l'agressivité, on va dire, du système actuel, donc c'est un enjeu qui est très très bien identifié chez nous et qui est un vrai sujet de préoccupation sur lequel on souhaite travailler. La difficulté du balisage, il y a les mots notamment aéronautiques qui ont été prononcés, c'est qu'il y a des utilisateurs en fait de ce balisage qui sont notamment donc l'aviation civile et l'armée. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui donc on a un travail, on va dire un peu d'équilibrer ce côté ministère pour essayer de lever les contraintes, essayer d'alléger les nuisances, tout en essayant de prendre en considération les impératifs donc de sûreté, de sécurité nationale, de vol à basse altitude, voilà, donc il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, nous ce qu'on essaie de faire, c'est une approche un petit peu graduée. Donc déjà il y a un arrêté qui a été publié dont j'ai un petit peu parlé, qui globalement va rendre certaines éoliennes fixes, ça évitera qu'elles clignotent. On va essayer de synchroniser le balisage pour essayer globalement que ça ne clignote plus, on va dire, dans tous les sens, mais de manière, on va dire, plus homogène. Il y a effectivement sur les couleurs, sur l'intensité, ce genre-là pour essayer de réduire au maximum. Ce groupe de travail continue avec ce qu'on essaye de pousser, qui s'appelle le balisage circonstancié, qui est d'essayer d'allumer, on va dire, quand les gens en ont besoin, parce qu'il y a quand même un paquet, on va dire, d'heures que ces éoliennes clignotent, alors qu'en réalité, les utilisateurs ne sont pas là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel nous souhaitons sincèrement travailler, sincèrement progresser. Pour nous, la marge de progrès est importante, parce qu'il y a du progrès technologique, on peut intégrer de l'innovation. Enfin, il y a beaucoup de sujets, on va dire, qu'on peut mettre à profit. Donc c'est un sujet vraiment qui est très bien identifié, qui est traité, qui avance peut-être un peu plus lentement que ce qu'on pourrait espérer, compte tenu, on va dire, de certains besoins qui sont quand même réels, enfin, de ces utilisateurs. Donc on travaille dessus, et en tout cas c'est bien identifié, et on souhaite progresser sur ce sujet encore, quoi. Sur la partie planification territoriale, pour nous c'est un enjeu réel, qui est compliqué. Aujourd'hui, on va dire l'approche qui a été décidée, c'est plutôt de mettre à profit les documents d'urbanisme qui existent, les documents de planification, donc avec les STRADET, les PLU. On va essayer de publier des guides pour les collectivités, pour leur expliquer globalement, voilà, comment utiliser les documents qui existent pour, si vous voulez aider l'éolien, effectivement, bien planifier les zones, et si les secteurs, globalement, vous pensez qu'il ne faut pas d'éoliennes, pour essayer globalement de les mettre à profit. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur une publication de guides à destination, on va dire, des utilisateurs de ces documents. Et pour nous, l'opportunité, on va dire, d'introduire un nouvel échelon, alors quand même, on parle déjà d'un millefeuille qui est déjà quand même assez incompréhensible pour une partie des utilisateurs. Donc aujourd'hui, ce ne serait pas nécessairement d'en rajouter, mais de mieux les utiliser, quitte à les améliorer. Donc oui, c'est un enjeu. Et effectivement, le fait que la région de France se mobilise aujourd'hui contre l'éolien est un signal important qu'il faut qu'on intègre tous, enfin, il me semble. Donc aujourd'hui, oui, c'est un enjeu. Pour nous, l'objectif, c'est surtout de mieux valoriser, améliorer les documents qui existent, plutôt que rajouter une surcouche qui... Bon, si ça a été supprimé globalement quand même par le Parlement, c'est que ça ne marchait pas très bien quand même l'ancien dispositif des ZDE. Voilà, pour nous, c'est améliorer ce qui existe, planifier, on va dire, avec mieux, mais oui, c'est un sujet important. Ensuite, sur la manière dont on apprend les baisses de coûts de l'éolien, sur un petit peu ce qui a été abordé, sur le mix cible, la compétitivité de la filière, etc. Donc aujourd'hui, quand on parlait de 65 € par mégawattheure, en gros l'éolien ça coûte entre 60 et 70 € sur nos appels d'offres, c'est des filières qui ne se développent pas encore sans subvention. Le prix de l'électricité il doit être autour de 55 € par mégawattheure, on n'est pas très loin, mais on n'y est pas non plus. Après ça baisse, on est sur une courbe qui descend, donc on peut se poser la question effectivement sur à terme la nécessité de financer l'éolien. Sur ce qu'on a entendu sur le risque que le tarif de l'électricité baisse. Évidemment, dans le cadre de la PPE, il y aura des analyses d'impact qui seront rendues publiques. Le tarif de l'électricité va doubler, excusez-moi. Ce n'est pas du tout l'ordre de grandeur. On va dire, comme je vous disais, comme le tarif de l'éolien aujourd'hui paraît très proche du prix de marché,
aujourd'hui, le tarif du PV au sol, enfin du photovoltaïque au sol, qui pose d'autres problèmes d'acceptabilité, est déjà, pour certains projets, sous les prix de marché. Enfin, on commence à avoir des filières, on va dire, très compétitives qui font qu'on peut faire plus de NR pour beaucoup, beaucoup moins cher que dans le passé. Donc oui, il y aura une augmentation des coûts qui sera documentée, une augmentation des subventions qui sera documentée, qui est d'un ordre de grandeur voilà, qui paraît aujourd'hui pour le gouvernement acceptable. Donc tout sera documenté dans l'étude d'impact de la PPE et on n'est pas du tout sur un doublement. Ensuite, très rapidement sur je juste peut-être une dernière question sur l'activité sociale des projets. Confirmer que c'est la participation des collectivités et des riverains. Nous, c'est un sujet sur lequel on souhaite avancer aussi. Donc, on a introduit il y a quelques mois dans nos appels d'offres pour la première fois un bonus en fait pour les projets avec participation citoyenne et des individuels, qui était différencié effectivement s'il s'agissait juste, on va dire, de pré-citoyens ou s'il y avait vraiment des participations à la gouvernance. Donc il y a un bonus aujourd'hui pour tous les parcs éoliens qui ont réussi à attirer, on va dire, d'autres acteurs que des institutionnels. Et je vais peut-être passer la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Madame Cars. Merci. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement des élus, je voulais tout de suite vous dire, attention, ne les accompagnez pas de trop près, parce que le maire, chez nous, a été condamné par le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêt dans le projet éolien. Sachez aussi garder vos distances avec nos élus, s'il vous plaît. En ce qui concerne les retombées fiscales, il faut aussi que vous sachiez que, puisque notre environnement est dégradé, nous demandons la baisse de nos impôts fonciers correspondant à cette nouvelle nuisance. Donc il faudra en tenir compte dans les avantages apportés aux communes. En ce qui concerne le sondage de France Énergie Éolienne, qui vise à vous dire que vraiment nous sommes si heureux de vivre sous les éoliennes, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire de reproche à un organisme professionnel de faire son autopromotion. Mais tenez compte du fait qu'ils ont interrogé des gens qui habitent dans une commune à moins de 5 km d'un parc éolien. Connaissant l'étendue d'une commune rurale, vous pouvez être interrogé et être à 7-8 km d'un parc éolien. Et comme nous le savons tous, les nuisances, à distance, elles sont beaucoup plus tolérables. Si vous nous demandez en zone rurale si nous sommes gênés par les crottes de chien en ville, eh bien on vous dira non, on n'est pas gênés. C'est un peu ce qui se passe avec ce genre de sondage. La réalité, c'est que les gens qui connaissent l'éolien n'en veulent pas d'autres. Un autre point que je voulais souligner, c'est que l'éolien citoyen a deux grands avantages. Un, il fait monter le tarif de l'électricité, comme le disait tout à l'heure M. Résine, je crois. À partir du moment où un projet citoyen a un petit pourcentage un projet éolien a un petit pourcentage, un petit saupoudrage de citoyens, ça fait monter de plusieurs euros le prix de l'électricité. C'est un argument. Le deuxième argument, c'est qu'à partir du moment où vous avez réussi à faire investir 50, 100 euros à un riverain, il perd tous ses droits de recours. Voilà ce que c'est que l'éolien citoyen et voilà aussi comment nous le recevons dans les campagnes. Et nous avertissons les gens, attention, attention. Effectivement, vous pouvez financer, mais après, il ne faudra pas venir vous plaindre. Monsieur Perrault. Oui, je voulais peut-être apporter un éclairage complémentaire sur quelques points. Juste pour réagir aux dernières interventions, enfin, moi, je respecte le témoignage que vous faites, mais je pense qu'il y a plein d'autres témoignages qui vont dans un sens différent. Et donc, la réalité n'est pas, je ne pense pas qu'elle soit binaire, très loin de là. Et d'ailleurs, notre sondage le montre, effectivement, vous avez raison de le souligner. Je vais revenir sur quelques points. Donc, sur l'aspect écologique dont vous avez parlé, le bilan carbone d'une éolienne, c'est environ 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, elle a complètement remboursé, je dirais, la production de carbone qui a été nécessaire pour la produire. Donc je ne comprends pas quand vous dites que le bilan carbone n'est pas positif. Au niveau de l'écologie également, vous parlez du béton. Enfin, je pense comparé au nucléaire, c'est un peu curieux parce que, bon, je ne suis pas un expert du nucléaire, mais ça pose quand même tout un tas de questions. Et je pense qu'il y a effectivement un enjeu fort de diversification du mix électrique français pour un certain nombre de raisons, notamment de sûreté, de risques, de coûts, etc., de démantèlement, de retraitement des déchets. Donc c'est un peu difficile d'avoir des arguments liés à l'environnement pour défendre le nucléaire.
Et pour ce qui est du béton, bah oui, effectivement, il faut mettre du béton pour tenir une éolienne, pour faire une fondation. Ce que je dirais, c'est qu'on peut, aujourd'hui, on parlait d'empreinte agricole, je dirais, on peut cultiver au pied des éoliennes. Donc l'empreinte, de ce point de vue-là, l'empreinte agricole de l'éolienne, de l'éolien est proche de zéro, si tant est qu'on puisse la mesurer. Et par ailleurs, ce béton dont vous parlez, il est démantelable. Et les sites qui ont été faits déjà on a pu effectivement démanteler ces masses de béton. Donc c'est pas quelque chose de permanent. Pour ce qui est de la distance que vous avez évoquée, effectivement, il y a une règle de distance de 500 mètres. Mais c'est une distance minimum, c'est pas une distance maximum, bien évidemment. Donc, et aujourd'hui, la distance est appréciée. Elle est appréciée. Il y a tout un ensemble d'études d'impact. Elle est appréciée dans un dossier en fonction de la biodiversité, en fonction de l'habitat, et c'est décidé in fine par le préfet. Donc c'est quelque chose, et les textes réglementaires sont clairs là-dessus, la distance est appréciée, aux habitations est appréciée dans le dossier, et elle ne peut pas être inférieure à 500 mètres. Mais donc, ça ne veut pas dire que toutes les éoliennes sont à 500 mètres des habitations, bien évidemment. Et le préfet peut tenir compte de la taille des éoliennes, de la configuration du terrain, et donc c'est quelque chose qui est un élément au cas par cas. Pour ce qui est de l'acoustique, il y avait des questions, Monsieur le Président, je crois, sur ce point-là. Effectivement, il y a des améliorations importantes qui ont été faites ou qui sont en cours d'être faites industriellement, techniquement. On peut, d'une part, on peut améliorer gérer l'émission acoustique spécifique d'une pale avec des technologies qui s'inspirent d'ailleurs des ailes d'oiseaux qui ont des appendices acoustiques et qui permettent de réduire effectivement donc avec des systèmes de peigne. Et puis par ailleurs, au niveau du contrôle, au niveau des logiciels, on peut effectivement, en fonction des vitesses de vent, en fonction de l'orientation du vent, en fonction de la situation sur le terrain, on peut programmer d'avoir, exactement comme vous l'indiquiez, des modes de bridage, donc des modes débrayables, qui permettent effectivement, dans certaines circonstances, de réduire la puissance acoustique d'une éolienne. C'est des choses qui sont de plus en plus mises en œuvre sur le terrain. Sur le balisage, également donc, qui a été cité, on s'inscrit tout à fait dans ce qui a été dit. Pour notre part, on a fait des propositions même qui vont peut-être un peu au-delà de ce qui a été cité, puisqu'on propose d'avoir un système, ce qu'on promouvrait, ça serait d'avoir un système qui permette d'avoir les éoliennes éteintes et qui puissent s'allumer en mode continu, mais sur détection en fait de l'arrivée d'un aéronef. Donc là, il y a des réflexions là-dessus. Je ne dis pas, après, ça pose des questions, c'est normal que ça soit instruit par toutes les autorités. Il y a un certain nombre d'autres idées. Donc, disons, il y a tout un ensemble d'idées, d'initiatives. Ce qui est important, c'est qu'on ait, et ça, l'initiative a été lancée dans le GT national, qui est effectivement la mise en relation de tous les acteurs concernés pour qu'on puisse travailler sur ces sujets et trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour toutes les parties. Voilà. Pour ce qui est de la baisse des coûts qui a été signée, enfin qui a été un point demandé par plusieurs personnes, dont vous-même, effectivement, on est sur une courbe de baisse des prix. Après, pourquoi aujourd'hui on est sur effectivement des filières et des technologies dont la baisse des coûts est décroissante? C'est qu'il y a eu au départ, effectivement, et il y a toujours aujourd'hui un certain nombre d'investissements, enfin d'aides, de soutien qui sont faits à l'investissement par la puissance publique. Mais je dirais c'est une politique qui est réussie en ce sens que le résultat, c'est qu'effectivement, au fil du temps, les coûts diminuent. Et je pense qu'à terme, alors c'est difficile de donner un horizon, mais je pense qu'à terme, on doit viser de pouvoir se passer de soutien public dans, je dirais, à un horizon relativement lointain, probablement au-delà de la PPE actuelle, au-delà de la future PPE, mais pas forcément très loin au-delà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est un horizon lointain, mais probablement atteignable. Pour ce qui est de la facture d'électricité également, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de taxes. La part qui revient à l'éolien aujourd'hui avec le parc actuel et qui devrait rester constant dans les années qui viennent, puisque effectivement on a une baisse des coûts de l'éolien, pour le consommateur individuel, par consommateur, c'est de l'ordre de 12 € par an, ce qui fait à peu près 1 € par mois. Voilà, donc c'est également un chiffre qui est important d'avoir en tête pour ce qui est de l'impact sur la facture d'électricité de l'éolien terrestre aujourd'hui. Chacun appréciera ce que ça représente. Voilà, donc voilà les différents éléments. J'espère avoir pu répondre au maximum de points, mais en tout cas, c'est les points qui m'a semblé important de pouvoir prendre en compte. Monsieur Boutret, j'ai bien pris votre demande de prise de parole en compte, mais je vais quand même demander à mes collègues s'ils ont d'autres questions à poser. Donc nous allons continuer, mais Monsieur Boutret, je vous écoute. Merci. D'abord, quand on parle de CO2, j'ai entendu un certain nombre d'inexactitudes. Il faut savoir que l'éolien
c'est une énergie intermittente. C'est-à-dire quand on injecte de l'éolien sur le réseau, ça dépend du vent. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc il faut bien des moyens de substitution. Et ce qu'il faut regarder, ce n'est pas uniquement le bilan de construction d'une éolienne qui sera tapée en 6 mois, c'est l'ensemble du fonctionnement de l'éolien sur une période et regarder si oui ou non il y a un bilan CO2 positif, puisqu'on veut sauver le climat. Or, tous les experts indépendants sont en train de vous dire l'éolien, non seulement ça ne sauve pas le climat, ça ne diminue pas le CO2, mais ça l'augmente. Alors on peut discuter des chiffres, mais il suffit de regarder le bilan en Allemagne, ce qu'on constate. Pourquoi il y a de l'éolien en Allemagne et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a des centrales à charbon et à lignite qui sont en réserve, parce qu'eux, ils ont de l'argent. Donc ils les gardent, et quand il n'y a pas de vent, c'est elles qui tournent. Alors en France, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on continue à mettre de l'éolien, du reste, la commission de régulation de l'électricité, oui, vous avez parlé longtemps, Pardon, non, je vous en prie. L'avait constaté, c'est-à-dire que vraiment, actuellement, cette affaire de CO2, c'est pas du tout clair, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de tromper les Français en leur disant qu'avec des éoliennes, on sauve le climat. Donc il faudrait quand même enlever ça de la... Et puis alors, je ne comprends toujours pas, parce que j'ai posé des questions, l'augmentation de distance. Je veux bien croire que ça va un petit peu pénaliser cette industrie. Mais expliquez-moi pourquoi une éolienne de 100 mètres, c'était 500 mètres de protection. Pourquoi une éolienne de 250 mètres, c'est toujours 100 mètres. Prenez un décret, puisque vous savez prendre des décrets. C'est facile de prendre un décret en disant simplement, écoutez, on augmente la distance de protection des habitations de 1500 mètres ou une fois, 5 la hauteur du mât en bout de pale. Donc tout ça sont des décisions faciles pour essayer de diminuer, je vous dis, la colère qui existe sur le terrain. Alors vous pouvez la minimaliser, vous pouvez dire que Mme Cars, c'est une... Non, elle existe, elle est explosive. Et je vous demande instamment de faire baisser cette pression. Sans ça, ce n'est pas des gilets jaunes que vous allez avoir. Vous allez avoir des protestations locales beaucoup plus violentes. C'est la société qui vous le dit, c'est la société. Moi, je vous passe, vous savez, les milliers de remontées que j'ai par jour ou par semaine de gens qui n'en peuvent plus. Vous pouvez ne pas les écouter. Vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment une demande, je vous dis, elle n'est pas anormale, celle-ci. Vous voulez prendre une mesure, simplement commencez par augmenter la distance. Puis ensuite, puisque c'est économiquement, maintenant, si j'ai bien compris, on est toujours au bord de la rentabilité. Enfin, j'entends ce discours depuis 2001. France Énergie Éolienne et votre prédécesseur, les coûts baissaient, mais on a toujours besoin des subventions. Maintenant, vous êtes presque arrivé à l'équilibre économique, mais il faut toujours garder les subventions. Arrêtez toutes les subventions. Arrêtez les tarifs de rachat. Vous avez par exemple l'histoire des appels d'offres. Très bien. Mais rappelez-vous que ces appels d'offres ne sont valables que pour les parcs de plus 6 éoliennes. Si c'est moins de 6 éoliennes, c'est toujours l'ancien tarif. Qu'est-ce que font les promoteurs? Ils font des parcs 1 de 6, plus 1 de 6, plus 1 de 6. Ils ne vont pas s'amuser à faire plus, puisque c'est moins rentable. Donc aujourd'hui, supprimez toutes les subventions. Là, on pourra peut-être commencer à discuter. Mais aujourd'hui, nous ne discutons plus. Nous sommes dans la lutte, j'allais dire, sur le terrain, pied à pied, éolienne par éolienne, avec tous les moyens juridiques qu'on peut nous laisser. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Marchal. Juste avant, c'est justement, quand vous nous parlez de décrets, de choses comme ça, c'est des décisions qui se prendront à l'issue de ce rapport, et je ne doute pas que nous en prendrons en considération. Je tiens juste à rappeler que si on a appelé et qu'on a souhaité avoir un représentant des associations qui sont contre les éoliennes, c'est pour prendre en considération ce que pensaient les administrés et les gens qui vivaient auprès de ces éoliennes. Voilà. Monsieur Marchal, je vous passe la parole. Alors, je voulais rebondir sur le contenu carbone, parce que ça fait
clairement partie de nos missions d'évaluer l'impact environnemental des différentes technologies. Donc nous, on a réalisé l'analyse de cycle de vie du parc éolien français en prenant en compte vraiment les spécificités du parc et les machines installées. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est on rapporte tout l'impact en multicritères à la construction, à l'utilisation en fin de vie par rapport à l'énergie produite, et ça fait 11 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est quand même une énergie qui est extrêmement performante de ce point de vue-là. En dessous, il n'y a que le nucléaire qui a 7 grammes. Alors, c'est pas l'ADEME qui a réalisé cet ACV, hein, et l'hydraulique, mais autrement, toutes les autres énergies ont des émissions plus élevées que l'éolien. Et enfin, sur l'impact dans le système électrique français, il est interconnecté au niveau européen. Les moyens sont appelés dans ce qu'on appelle le merit order économique. Donc, quand on a de l'éolien qui a l'obligation aujourd'hui d'achat arrive sur le marché, il pousse en dehors du marché les moyens les plus chers, et les moyens les plus chers sont les moyens carbonés. Donc, l'effet de l'éolien, l'effet qu'a eu le développement de l'éolien, ça a été au niveau européen de faire encore une fois, les marchés sont interconnectés, ça a été de faire sortir des moyens carbonés petit à petit. Sur la distance aux habitations, il me semble vraiment absolument nécessaire de faire une étude d'impact que pourrait avoir une augmentation de la distance sur la taille du gisement. Je sais que le CER l'avait réalisé, mais uniquement sur la région Bretagne, il me semble. Une telle étude serait nécessaire. Et mon autre point, c'est que la hauteur en bout de pale qui a été mentionnée, il faut bien préciser de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la hauteur du mât, qui est quand même la chose la plus visible? La turbine se situe à la hauteur du mât. Et les 250 mètres qui étaient mentionnés tout à l'heure, c'est certainement la hauteur en bout de pale des machines aujourd'hui les plus grandes, mais en aucun cas les hauteurs de mât n'ont augmenté aussi vite que les chiffres qui étaient donnés tout à l'heure. Puis enfin, sur l'intégration progressive au marché, il y a certes le niveau de rentabilité qu'il faut prendre en compte, le niveau de tarif d'achat par rapport au prix de marché, ça c'est une chose, et aussi la visibilité qui est offerte aux investisseurs. Si on enlevait aujourd'hui les tarifs d'achat sur l'éolien, le photovoltaïque, il y aurait un contre-effet lié à la bancabilité des projets. Les banques ne pourraient plus prêter à 80% comme elles le font aujourd'hui. Aujourd'hui, un projet éolien est financé à 80% en prêt. Et donc, on aurait quelque part le prix du projet ou le LCOE, le coût de revient au mégawattheure, qui augmenterait parce que les développeurs ne pourraient plus emprunter une si grande part du montant aux banques. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut arrêter les tarifs d'achat. Les tarifs d'achat sont déjà, quelque part, ne sont déjà plus le système de soutien privilégié, vu que pour tous les projets en appel d'offres, on est sur un mécanisme de prime, de complément de rémunération. Et ce mécanisme de complément de rémunération, il est sur un modèle de contract for difference. C'est-à-dire que si jamais demain, les prix de marché devenaient supérieurs aux 65 € dont on parlait tout à l'heure, les porteurs de projets devraient rembourser à l'État. Donc on est déjà sur un mécanisme qui est très rassurant pour les finances publiques. Merci. Monsieur Perrault, s'il vous plaît. Alors, juste parce qu'il est 10h57, des prises de parole de 2 minutes max, s'il vous plaît. Non, je vais juste revenir sur un point qui a été évoqué, parce que vraiment, je souhaiterais dissiper quelque chose qui me paraît une grosse incompréhension sur l'aspect moyen carboné dans le système électrique. D'une part, quand on parle de l'Allemagne, je pense que l'Allemagne, on regarde ça avec un prisme français. L'Allemagne et la France ont des historiques très différents sur le système électrique, ont des mentalités différentes, ont fait des choix différents. L'Allemagne a, pour un certain nombre de raisons, décidé, dans sa transition énergétique, de réduire et d'éteindre d'abord le nucléaire et ensuite les modes carbonés. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le mix électrique allemand, la production carbonée de l'électricité n'a pas varié au cours des 10 dernières années. Par contre, la
la courbe, les moyens, la production nucléaire a baissé, a été remplacée par la montée en puissance des renouvelables. Dans les 10, 15, 20 prochaines années, ce mouvement va se continuer et l'Allemagne va aller vers 100% de renouvelables à long terme et elle va éteindre petit à petit les moyens carbonés. La France a fait un choix différent qui était plutôt de réduire d'abord les moyens carbonés et ensuite le nucléaire. Mais il n'y a pas de corrélation entre le fait qu'il y ait des renouvelables et les besoins de moyens thermiques. Et ça, je voulais citer juste une phrase du rapport RTE qui confirme ce point-là, spécifiquement. Donc, je cite, c'est entre guillemets, RTE écrit donc il y a un an que développer un système reposant à 70%, parce que là c'est le contexte à ce moment-là du rapport, sur des ENR, ne conduit en aucun cas à doubler cette capacité renouvelable par des moyens thermiques. Les argumentaires alarmistes consistant à considérer nécessaire le développement de moyens de secours systématiques font fi d'une part de l'interconnexion de la France avec ses voisins, qui permet de mutualiser les flexibilités, et d'autre part d'une analyse de la contribution statistique de l'éolien et du photovoltaïque à la sécurité d'approvisionnement. Donc comme je l'indiquais en introduction, les RTE dont c'est la mission et dont personne ne peut contester le professionnalisme ne voient pas de difficulté pour intégrer des très fortes proportions de renouvelables sans avoir besoin de moyens de secours thermiques. Merci. Je vais passer la parole à Madame Cars. Merci. Alors, je voudrais revenir sur la distance. Je comprends que c'est un enjeu important. Qu'est-ce que je peux dire? Excusez-nous d'habiter là. Excusez-nous d'habiter la France. La France a un habitat très dispersé, il faut en tenir compte. Mais si vous nous refusez une protection à laquelle nous avons droit, une protection que nous vous demandons, il faut savoir est-ce que vous mettez en balance vraiment l'intérêt de l'industrie avant le cadre de vie et le bien-être de la population. Il faut que le choix soit clairement fait. D'autre part, encore dans cette série, excusez-nous d'habiter la France, les promoteurs éoliens ont obtenu une dérogation au Code de la santé publique, c'est-à-dire que nous, en zone rurale, nous ne sommes pas protégés par le Code de la santé publique. Les éoliennes peuvent faire plus de bruit qu'une autre installation classée ICPE du même ordre, parce que l'argument officiel, c'était vous comprenez, il n'y a pas de bruit dans les campagnes, alors si on fait du bruit, forcément ça va s'entendre. Donc nous ne sommes pas protégés par le Code de la santé publique. Est-ce acceptable? Ça, c'est quelque chose de facile et vous devez remettre les éoliennes. Les éoliennes doivent obéir et respecter le Code de la santé publique. Une autre chose, l'ADEME a dit, on fait des études environnementales, et là je vais vous dire, c'était un peu une boutade, mais je regrette de ne pas être une chauve-souris. Les chauves-souris, elles sont très 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 bien étudiées. Mais l'impact de ces éoliennes sur notre santé, le bruit, ce clignotement 42 fois par minute qui rentre dans nos maisons, ce mouvement qui appelle le regard, mais ça n'est pas pris en compte. Donc je demande vraiment, et je terminerai là-dessus, s'il vous plaît, remettez les éoliennes dans le Code de la santé publique. Permettez-nous, en zone rurale, d'être protégés, nous aussi, par le Code de la santé publique. En ce qui concerne le balisage bleu, jaune, vert, je suis désolée, mais ça ne va pas changer grand-chose. Et puis, pensez que nous habitons là et que nous vous demandons protection. Éloignez les machines de nos habitations. Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, Monsieur Résine. Merci beaucoup. Globalement, les points que je voulais aborder ont déjà été abordés. Moi, c'était juste pour vous confirmer que dans la trajectoire PPE qui a été présentée par le gouvernement, il n'y a aucun nouveau moyen thermique en France pour assurer le backup des éoliennes ou du PV. Il n'y a aucune augmentation du CO2 et au contraire, on va dire, à l'horizon 2028, les émissions de CO2 qui sont chiffrées dans le cadre de la PPE diminuent bien. Et ça a été regardé au niveau européen, il n'y a pas non plus de transfert entre les pays. Effectivement, on est quand même sur une contribution globalement positive pour le climat de ces technologies. Et ce sera tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Un mot, vous avez 30 secondes pour conclure. En 30 secondes, la Fédération Environnement Durable va continuer à se battre éolienne par éolienne. Je suis complètement écœuré de ce que j'ai entendu, parce que j'ai entendu scientifiquement et économiquement un certain nombre de choses inexactes. Donc je pense qu'actuellement, c'est un lobby qui a pris le pouvoir sur cette affaire et qu'il faudrait que l'État se ressaisisse très vite. Sans ça, on va vers une vraie catastrophe environnementale, économique et sociale. Et je me parle au nom de la Fédération Environnement Durable, d'une autre fédération Vent de Colère et de toutes les associations dont on n'a pas parlé du patrimoine de protection de la France. On dépose des recours actuellement au Conseil d'État.
Merci. Donc je conclurai, mais à part si monsieur le rapporteur veut conclure. Donc j'aimerais que nous arrêtions également de dire que nous sommes en permanence sous l'influence des lobbies. Voilà, je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions et nous allons prendre bonne note de tout ce qui s'est dit ce matin, quelle que soit l'association ou les différentes personnes qui nous ont parlé. Merci beaucoup.